je vais rejoindre nos journalistes également qui vont participer à ce débat. Je vais revenir vers vous un peu plus tard. Amina Ngué, Ok. je vous renvoie donc peut-être l'antenne pour poser une ou deux questions à notre invité. Ça fait du bien de te retrouver à l'antenne après quelques mois d'absence. Bonsoir également à cette grande dame, Madame Simone Bagbo, et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et également à mon confrère Narcisse. Alors, Madame Bagbo, hier, Manuela elle a abordé dans ce sens tout à l'heure. Hier, au stade Abidjan, on a vu une opposition longtemps divisée qui finalement regarde dans la même direction. Mais au vu de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, est-ce que cette alliance, on peut la considérer comme crédible? Moi, je dirais que cette alliance-ci, qui regroupe, comme vous le dites si bien, des partis, des organisations qui hier étaient adversaires, n'est-ce pas? C'est de bon augure, c'est de bon signe. Parce que vous voyez, dans l'histoire proche de la Côte d'Ivoire, 2002-2010, le PDCI n'était pas notre allié. Le PDCI était contre nous. Le PDCI était même dans le RHDP. Mais la gouvernance de M. Alassane Ouattara a été telle que le PDCI a compris qu'il fallait sortir de cette alliance-là. Et une fois que le PDCI est sorti de cette alliance, et que nous étions là, et que le débat qui se posait, c'est le débat du respect de la nation ivoirienne, du droit ivoirien, des textes ivoiriens, le PDCI a jugé bon de nous rejoindre. Et nous mettons ensemble. C'est une alliance qui est crédible. Elle est crédible pour le temps que cela va durer. Elle est crédible pour l'objectif qui est à atteindre. Une fois que ces objectifs-là seront atteints, chacun décidera d'aller à la poursuite de ses ambitions propres. Mais là, ici, aujourd'hui, chacun a renoncé à ses ambitions propres parce que c'est la nation qui est en danger, c'est l'État qui est en danger, c'est le pays qui est en danger. Eh bien, que Dieu nous aide à consolider encore plus cette alliance-là. Mais on est tous d'accord que c'est une alliance de circonstances, mais personnellement, comment vous vous sentez au sein de cette coalition qui, en 2010, la plupart avaient soutenu le président Alassane Ouattara au détriment de Laurent Gbagbo? Oh, vous savez, on est en train de faire de la politique. Quand on fait de la politique, on doit vider son cœur de tout ce qui est rancœur. Ce n'est pas productif que de garder de la rancœur dans son cœur et dans son esprit quand on fait de la politique. Et donc ici, ce que nous regardons, ce que je regarde moi, c'est l'objectif qui est à atteindre. Et dans cet objectif qui est à atteindre, il faut que tous les enfants du pays acceptent de se mettre d'accord en se mettant au-dessus de toutes les considérations particulières, partisanes. Aujourd'hui, les considérations partisanes ne sont pas d'à propos. Donc, qu'on se mette d'accord et qu'on vise uniquement l'objectif unique, qui est l'objectif principal, qui est de récupérer notre nation pour en faire de nouveau, n'est-ce pas, un État véritablement démocratique et respectueux des droits, respectueux de la vie humaine, respectueux des droits des individus, des personnes. Une fois que ça c'est fait, c'est l'essentiel qui est gagné. Mais vous l'avez dit et vous l'avez également redit dans plusieurs de vos interviews, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous ne craignez pas quelque part de fortes violences 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait quand même des milliers et des milliers de morts? Nous comptons même environ 16 000 morts. Aujourd'hui, les chiffres officiels qui est brandi, c'est 3 000 morts. Mais quand nous faisons nos comptes, nous nous rendons compte que c'est jusqu'à environ 16 000 morts que nous avons connus à cette époque-là. Mais aujourd'hui, vous savez, nous sommes déjà dans la violence. Nous sommes déjà dans la violence. Nous comptons déjà une trentaine de morts déjà. Nous avons compté déjà de nombreux blessés, des centaines de blessés. Nous avons compté des centaines de personnes en prison. Vous voyez, nous sommes déjà dans la violence. Mais nous sommes aussi obligés de sauver notre nation. Nous sommes obligés de sauver l'État ivoirien, de sauver la nation ivoirienne. Il n'y a pas de choix.
Alors, Madame Bagbo, tout à l'heure, vous avez dit que l'ONU peut faire la même chose qu'elle a fait en 2010 avec le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, si l'ONU décide d'intervenir comme en 2010, est-ce que vous pensez aux conséquences sur le peuple ivoirien? Quelle conséquence va être encore plus grave que ce que le peuple ivoirien vit déjà? Le peuple ivoirien vit déjà des morts. Le peuple ivoirien, vous voyez, hier pour le meeting que nous avons organisé, vous savez combien de véhicules, de cars qui arrivaient des villes proches d'Abidjan pour participer au meeting et qui ont été bloqués par le pouvoir, qui ont été bloqués par les policiers, bloqués par les gendarmes, interdits d'accéder même à Abidjan, interdits d'accéder au plateau. Vous vous imaginez? Rien que ça, pour un meeting. Est-ce que vous savez que pendant que nous étions en train de faire le meeting, les micros ont été brouillés? Rien qu'un meeting, ça effraie tellement ce gouvernement qu'il y a eu plus de 400 véhicules qui venaient sur Abidjan pour participer au meeting et qui ont été empêchés d'arriver à Abidjan. Je vous assure, vous avez vu les images au stade. Mais si ces personnes-là étaient arrivées, il y aurait eu peut-être 2 fois, 3 fois plus de monde que ce que vous avez vu. Ceux qui sont restés à l'extérieur, qui n'ont pas pu accéder au stade, sont plus nombreux que ceux qui sont restés, qui sont rentrés dans le stade. Donc, si je comprends bien, pour le moment, vous ne pensez pas aux conséquences. Ce qui vous importe le plus, c'est le départ d'Alassane Ouattara. Mais si M. Alassane Ouattara reste, les conséquences seraient plus graves. Voilà. Déjà, nous connaissons une crise préélectorale, mais nous allons nous installer dans une crise post-électorale. Vous voyez, ce sera pire que ce que nous connaissons déjà. Vous ne comptez pas sur l'Organisation des Nations Unies, vous l'avez dit, mais hier au stade, le président Bédié l'a rappelé, il a encore sollicité l'intervention de l'ONU. Et l'ONU qui a rencontré la délégation de l'ONU, de la CEDEAO et de l'UA, qui a rencontré le président Alassane Ouattara, il n'a pas été question de report d'élections, mais plutôt d'élections libres, transparentes et bien organisées. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour l'instant, là, l'ONU n'est pas la porte sur laquelle nous pouvons nous reposer totalement. C'est ça qui est la réalité. Sinon, c'est normal, c'est une organisation qui intervient dans le monde entier, qui prétend prôner la paix, qui prétend se battre pour l'observation de la démocratie dans nos sociétés, dans nos pays. Et donc, c'est logique, c'est normal qu'on en réfère à l'ONU. Mais j'ai dit, moi, je regarde la pratique de l'ONU. Hein. Et ce que j'en vois pour l'instant ne m'inspire pas beaucoup de confiance. Et j'ai dit, d'ailleurs, les Ivoiriens eux-mêmes, là, ils n'ont pas compté sur eux-mêmes d'abord, avant d'aller compter sur d'autres organisations, internationales ou pas. Tout à l'heure, en répondant à Narcisse, Madame Gbagbo, vous avez dit la France n'a qu'à nous laisser tranquille, la Côte d'Ivoire peut gérer ses problèmes seule, mais Guillaume Soro, il fait partie de la coalition. Et pourtant, il a écrit une lettre ouverte au président Emmanuel Macron pour demander son intervention. Est-ce que dans votre coalition, il y a une démarche d'ensemble? Oh, il y a une démarche d'ensemble. La démarche d'ensemble, elle repose sur le pivot que c'est le peuple ivoirien lui-même qui mène son combat. Maintenant, à côté, certains peuvent dire, bon, si on appelle celui-là, peut-être qu'il pourra venir être à notre secours. Peut-être si on appelle celui-là, peut-être qu'il viendra également à notre aide. Donc, chacun prend ses initiatives. Mais tous ceux-là qui prennent les initiatives, ils savent bien et ils sont convaincus que c'est d'abord les Ivoiriens. Même les Occidentaux, je vous assure, ils vont s'asseoir, ils vont regarder, ils vont se dire, est-ce que ce peuple est vraiment déterminé? Si ce peuple est déterminé, alors peut-être que nous pourrons venir l'aider, peut-être. Mais si ce peuple lui-même, il accepte la situation, mais pourquoi est-ce que nous allons nous fatiguer? Nous allons prendre des pots cassés? Pourquoi est-ce que nous allons... Vous voyez? Mais vous pensez que le peuple est déterminé? Vous le pensez?
Oh oui. Oh oui. Ce que nous avons vu hier au stade, ce que nous avons vu dans les rues hier, montre bien que le peuple est déterminé. N'oubliez pas qu'en 2011, ce peuple-là, il a été maté. Il a été agressé. Il a été violenté. Et donc, dans de nombreuses régions, même dans de nombreux partis, il y a eu un premier mouvement de recul. Les gens sont rentrés en eux-mêmes. Les gens ont intériorisé la terreur pendant quelques années. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens ressortent. Les gens vont dans les rues. Les gens vont marcher. Les gens vont participer à un meeting pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup d'espoir. Moi, je compte beaucoup là-dessus. Alors, Madame Gbagbo, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé la réintégration de M. Laurent Gbagbo et de M. Soro Guillaume sur les listes électorales. Mais pourquoi la voix de cette institution judiciaire n'a pas fait écho auprès d'Alassane Ouattara? Ah, poser la question à M. Alassane Ouattara. Oui, sincèrement. Poser la question à M. Alassane Ouattara. Il y a des gens qui sont prêts à trouver des solutions consensuelles. Et puis, il y en a qui s'entêtent à imposer leur point de vue. Posez-lui la question. Mais en tout cas, nous ne les laisserons pas faire. D'accord. Alors, pourquoi c'est pratiquement qu'en Afrique francophone qu'on retrouve des processus électoraux souvent tronqués? Bon, qu'est-ce que je vais vous répondre? Si je vous dis c'est une question de maturité politique, je ne sais pas si c'est suffisant. Alors pourquoi les anglophones seraient plus mûrs que nous, nous les francophones? Si je vous dis, c'est peut-être le rôle que joue la France encore dans nos républiques et dans nos États, c'est aussi une partie de la réponse. C'est une partie de la réponse. Et vous me direz, mais on ne peut pas toujours continuer d'incriminer la France. Mais c'est une partie, parce que la France continue de jouer un rôle de déstabilisation qui est réel dans nos États. Maintenant, à côté de cela, je pense qu'il y a nous-mêmes Africains aussi, qui devons apprendre, n'est-ce pas, à respecter nos propres textes, à respecter nos textes, à respecter notre démocratie. Un État, il n'est fort que si les textes qui organisent et régissent cet État-là sont respectés et mis en application. Nous ne le faisons pas encore souvent. Nous ne le faisons pas encore suffisamment. Donc, nous avons notre part de responsabilité, mais ceux-là également ont leur part de responsabilité dans cette affaire. Alors, j'ai une toute dernière question qui me tient vraiment à cœur. Vous êtes une femme, vous êtes une maman. Avec tout ce que vous avez vécu, comment vous faites aujourd'hui pour tenir encore debout et comment vous avez fait pour traverser tout ça? D'où est-ce que vous puisez votre force? D'où est-ce que je puise ma force? Je pourrais dire, vous savez, quand j'étais à Korogo, à Odiéné, et puis ensuite à l'école de gendarmerie, je suis resté 7 ans. La foi en mon Dieu et la méditation de la parole de mon Dieu, ça a énormément joué. Ça a énormément joué. Ça a énormément joué pour m'aider même à sortir de la colère. Parce qu'au départ, j'étais très en colère. Ça, je vous le confesse. J'étais très en colère. Mais il fallait sortir de la colère. Il fallait sortir de la rancœur. Ne serait-ce que pour rester en bonne santé. Ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé. Je pense que c'est à cela que je le dois. La foi. La foi en Dieu et la foi dans le combat que vous menez.